Et c'est moi, je suis de retour, Axel Douglas, sur la Japan Tour Festival. Alors, notre invité est un architecte des mondes, un bâtisseur d'imaginaire à la plume et à la tablette. Né en France en 1977, Johan Baudin devient illustrateur professionnel en 2005, à l'âge de 28 ans. 2 ans plus tard, il est déjà récompensé par le prix Art and Fact. C'est ça. Depuis, il pose son univers aussi bien sur les couvertures de romans chez Gallimard, Mnemnos ou La Talente. Rajlon. Oui, bien sûr. Plein. Il y en a beaucoup, donc j'en ai précisé que 3. Que dans le jeu de rôle, le jeu vidéo ou la presse spécialisée. Il a même illustré des cartes pour Magic the Gathering, excusez du peu. En 2011, il signe l'affiche du festival Zone Franche et continue depuis à marier richesse graphique et narration visuelle. Qu'on écrive son prénom avec 1 ou 2 N, on ne se trompe jamais sur son talent. Merci d'accueillir Johan Baudin. Bonjour. Alors, je me suis permis de faire cette petite boutade sur ton prénom parce que je l'ai vu sur ta page wiki. Donc, je me suis dit que ça doit être quelque chose que tu dois avoir régulièrement. Alors, ma première question, on va partir sur ton parcours. Voilà, tu es devenu illustrateur professionnel donc en 2005, à 28 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as fait avant? Avant de devenir donc, professionnel, comment tu as appris le dessin, l'illustration? Comme tous les gamins, je dessinais, mais je dessinais beaucoup. Après, il y a la transition de dessiner enfant et continuer à dessiner ado et adulte. Ça. Et moi, ma transition, ça a été le graffiti. C'est-à-dire que je continue encore à pratiquer. Donc je suis passé finalement de la petite enfance avec des gribouillis tout gentillés à quelque chose de plus stylisé avec le graffiti. Et à 15-16 ans, je découvre vraiment l'univers de la fantaisie, les chroniques de la Lune Noire avec le droit, Froideval, Feu Froideval d'ailleurs. Je découvre Bisley, je découvre le jeu de rôle en même temps, je découvre la musique métal. Donc tout m'est arrivé en pleine tête. Et j'ai complètement embrassé cet univers de fantasy, de dark fantasy même, à cette époque-là. Et donc je me suis mis à retravailler le dessin, mais de manière beaucoup plus académique, beaucoup plus mature, beaucoup plus réaliste du coup. Et avec un background, avec tous les codes de la fantasy, et notamment aussi de la SF, tout ce qui était un petit peu de genre, on va dire, même l'horreur, à ce moment-là. Après, j'ai fait des études à partir de 16 ans de dessinateur d'exécution en publicité, ce qui consistait à être plutôt à que je devienne graphiste. Ouais. J'ai jamais été graphiste. J'ai fait le CAP, le bac pro, j'ai fait les beaux-arts. Ça m'a servi à rien, les beaux-arts, hein, ne faites pas les beaux-arts. Et après, j'ai essayé de trouver du boulot. Et c'était vraiment compliqué. Il y avait tout début d'Internet. Les éditeurs n'avaient pas de site, ils n'avaient pas de mail, donc j'ai arrivé sur Paris. Je suis normand, hein, je précise. D'accord. Donc je squattais les entrées et ils ne me recevaient jamais en fait. C'est vrai? Ouais, jamais. Après, il fallait bien manger. J'ai fait plusieurs années de boulot alimentaire, un peu de tout. Bibliothécaire, enfin voilà. Après, je continue toujours le dessin à côté le soir, évidemment. Et puis j'ai décidé vraiment de me mettre au dessin beaucoup plus sérieusement, mais à raison de 18 heures par jour, tu vois, pendant plusieurs années, quoi. Donc là, je me suis foutu en précarité complète, parce que il n'y a pas d'autre moyen. Il faut avoir un vrai gros niveau pour que je m'étais dit, il faut que je devienne indispensable pour mes futurs éditeurs. En fait, c'est comme ça que je me suis dit les choses. C'est pas qu'ils me disent on va le découvrir, c'est qu'on a besoin de ce gars-là, quoi. Et j'avais en référence beaucoup d'artistes américains qui étaient de très haut niveau, justement. Et nous, on commençait, il y avait évidemment là Didier Graffet et tout ça, on en a quelques-uns, mais on n'en avait pas tant que ça en France. Donc on voyait les couvertures, on voyait que c'était quand même beaucoup des Américains qui les faisaient. Là, je me suis dit, peut-être quand même la French Touch, revenir à ça. Et je continue à faire des salons, à toujours démarcher. Et là, je rencontre les éditeurs sur les salons, ce qui est beaucoup plus simple que d'aller les rencontrer chez eux. Et de fil en aiguille, j'ai pris des contacts, commencé à me reconnaître, à voir mon travail, à ce que ça soit exposé. Et je faisais partie de l'association Artefact, c'est d'illustrateurs professionnels de genre qui m'ont décerné le prix du meilleur illustrateur à ce moment-là. Mais je ne vivais pas de mon travail. Et ça n'a pas duré longtemps, parce que 15 jours après, j'avais du boulot. Et depuis, ça a été exponentiel. Puis tu deviens un peu bankable quand c'est comme ça.
quelqu'un lui t'a pris, ah attends, je vais te prendre aussi. Et le petit miracle est arrivé en 2009 avec le directeur artistique de Magic que je n'avais pas tenté de démarcher. Hein. C'est inaccessible. Là, c'est les Américains chez les Américains, on n'y touche pas, quoi. Et c'est parti comme ça. Et ce directeur-là m'a pas lâché pendant des années. Il m'a donné toutes les cartes les pires en se disant, est-ce qu'il va arriver à le faire? Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis dit, putain, il me teste surtout, quoi. Et là, je fais, c'est cool. Ouais. Et je me dis, si je continue à travailler avec lui, ça veut dire que j'ai relevé le challenge et que je suis à niveau. Mais du coup, il fallait continuer à perfectionner, à performer, c'est le même carrément. Et être à niveau avec des deadlines de plus en plus courtes en plus. Puis les Américains, ça rigole pas. Ouais. Donc ça, merci à Jervis qui m'a vraiment poussé professionnellement pour arriver au niveau où je suis maintenant, quoi. Après, depuis, lui, directeur artistique de Donjons et Dragons, il a changé. Enfin voilà, j'ai un peu les chaises musicales maintenant dans ces éditions-là. Alors du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours par rapport à tes influences. Qu'est-ce qui t'a influencé? Parce qu'on peut le voir sur tes cartes Magic là, que tu nous as ramenées, il y a quand même un bestiaire qui est plutôt impressionnant. C'est quoi tes influences justement pour créer toutes ces œuvres assez uniques? Qu'est-ce qui t'a influencé étant jeune dans le dessin? Tout m'influence en fait. Et ce qui est génial dans le travail d'illustrateur, et quand on te demande de faire des trucs genre d'univers spartiate, moi je suis pas un spécialiste d'univers spartiate, donc du coup je suis obligé à chaque fois de faire des recherches. Ouais. Donc en permanence, je me retrouve à un sujet que je ne connais pas, où le travail de recherche est proéminent pour se l'approprier, se le transformer même en monde fantasy. Même avec Magic qui ne nous demande pas du tout de faire d'historique, mais ça sort quand même de ça, quoi. Que ça soit japonisant, enfin il y a plein de trucs, ou même de la SF chez Magic, où pour le coup tu découvres en permanence des choses, genre les costumes napoléoniens, savoir comment c'était foutu, pour pouvoir après, toi, recréer un design qui devienne plus fantasy et intéressant à partir de la réalité. Donc ce qui est génial, c'est que tu es en permanence en train d'apprendre des choses, que tu intègres au fur et à mesure, et une fois que tu les as intégrées, elles peuvent revenir, et ça y est, tu as déjà le background. Donc ça, c'est une question aussi de connaissance que tu acquiers au fur et à mesure et à chaque commande. Parce que tu veux... moi, les costumes napoléoniens, à la base, ça ne m'intéresse pas, quoi. Ouais. Et sachant que c'était pour eux aussi une commande Magic, et j'allais en faire quelque chose qui n'allait pas devenir historique, mais où j'allais pouvoir y mettre ma patte et trouver des designs qui soient intéressants, qui marchent dans le jeu, dans l'univers Magic, surtout qui soient reconnaissables en petit, sur une toute petite carte. Là, en tant que créateur d'images, c'est là qu'en termes de design, c'est vraiment intéressant. Donc, mis à part, moi, ce que je vois au cinéma, la littérature que je lis pour moi, ou même des trucs historiques, hein, je dis pas que j'adore l'histoire, quoi. C'est aussi de se confronter à toutes ces commandes-là où on doit faire des pierres précieuses spéciales ou quoi, où je me dis, bah ça y est, je suis obligé de m'y intéresser. Ouais. Et des fois, je me deviens fan d'un sujet que je n'étais pas prêt à me confronter, quoi. Que tu découvres. Donc, en permanence, c'est tellement riche que... faut être curieux, je pense que c'est ça, être curieux et tenter d'être créatif et utiliser ce matériel-là, quoi. Alors du coup, comment ça se passe là? On a vu aussi que tu avais signé des couvertures pour des grandes maisons d'édition. Comment ça se passe du coup? Tu es en lien avec l'auteur qu'avec l'éditeur? L'éditeur te dit voilà, je veux ça et puis c'est tout? Est-ce que tu as quand même le droit à ta petite patte graphique? Non, c'est beaucoup plus compliqué de travailler pour les cartes Magic. Ah oui. J'ai genre 350 pages de style guide, le moindre boucle de ceinture est designé et repris. Ah oui, ouais. T'as aucune marge de manœuvre en fait sur les cartes Magic? J'ai très peu de marge de manœuvre. Ah ouais. Mais tu vois, j'ai des fois des créatures, on me dit bon bah là, vas-y tu fais ce que tu veux. J'ai créé un Dracula pour Magic et ils m'ont dit vas-y crée Dracula, oui. Ça c'est génial. Ah oui. Mais c'est très rare, quoi. Genre tu vois le dragon que je t'ai amené, on m'a donné un croquis qui était petit comme ça. Ah oui. Donc j'avais une bonne marge de manœuvre. Ouais. Donc ça c'était bien. En l'occurrence, j'en reviens à ta question, pour ce qui est de la couverture de roman, j'évite d'avoir l'auteur en face. Parce que le problème avec un auteur, c'est que lui, il veut que je lui raconte tout son livre. Ah oui. Et tu ne peux pas raconter tout un livre dans une seule image. Ah oui. Parce que ça devient illisible, imbuvable. Donc en général, c'est beaucoup plus simple. J'ai le directeur artistique qui me donne quelques lignes. C'est tout. Je fais un ou deux refs qui renvoient avec l'auteur. Lui, il fait le pont. Et là, je peux me lancer à la finalisation d'une couve où, pour le coup, vu que sur un roman, il n'y a pas de licence, de design particulier,
on est toujours en général super libre. Un auteur de SF, il va pas t'expliquer jusqu'au moindre rouage de son vaisseau spatial et tout ça. Donc on a l'idée, mais voilà, ça reste succinct, quoi. Et alors, du coup, tu as collaboré avec Michel Borderie sur 2 œuvres. Même 3. 3, d'accord. On a fait 2 romans graphiques et un sketchbook c'est ensemble. C'est ça, qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé la collaboration avec Michel? Michel, je le connais depuis très longtemps. On peut dire que c'est un des premiers à m'avoir repéré, à m'avoir mis le pied à l'étrier, m'avoir présenté aussi des éditeurs. Donc merci encore à lui. Et puis après, il y a une connivence qui se fait, une amitié. Et sachant que nos styles, ils étaient pas si différents que ça, nos thématiques étaient à peu près les mêmes. Ça me semblait assez naturel qu'on allait faire quelque chose qui était en commun. Et il y avait encore un autre ami qui avait proposé un scénario où là où chacun pouvait intervenir sur un chapitre de façon assez vraiment individuelle, vu que c'était pas une suite logique avec les mêmes personnages, c'était une digression, donc on était de toute façon assez libre et c'était assez cool de le faire aussi comme ça, quoi. Donc on a fait 2 tomes avec ce système narratif là. L'histoire est donc finie, puis après tous ces croquis préparatoires, ces échanges, on a décidé de mettre ça aussi en commun dans un sketchbook qu'on a fait en simultané, là, du coup en 50-50, où là on présente juste nos travails de croquis préparatoires sur plusieurs médiums, en digital, à l'encre ou au crayon directement, quoi. Donc là, tu es présent au salon donc Japan Tour Festival pour l'expo Bureau 21. Oui, c'est ça. Ça représente quoi pour toi, cette exposition? C'est encore retrouver des amis. Ouais, c'est ça. Le Bureau 21 aussi, pareil, on devient fidèle à des gens qui nous suivent depuis 15 ans et c'est eux qui nous appellent, c'est aussi eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous mettent aussi sous la lumière. Et pour ça, c'est toujours super sympa parce que notre travail, c'est quand même un métier super isolé. C'est des moines, tu vois, en illuminateur où on parle à personne, on est bloqué sur notre chaise. Et là, d'un coup, il faut beaucoup parler, il faut être en représentation, ce qui n'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Mais du coup, ça nous coupe, c'est cool, ça nous change. Et puis après, évidemment, une exposition de qualité avec les tirages du Bureau 21, qui sont vraiment d'une grande classe, de grande finesse, où on peut aussi présenter notre travail qui est un petit peu plus à côté, avec des originaux, sur un travail de non-commande, travail personnel, là, pour le coup, que personne ne nous demande de sortir. Et ça, c'est encore une nouvelle opportunité. Et puis aussi rencontrer les gens, papoter, suer, bien suer, ça c'est cool. Mais voilà, moi j'en fais pas énormément, je fais très peu de salons parce que je veux pas que ça devienne répétitif et c'est pas le fond de mon activité pour moi. Moi, il faut vraiment que je passe des heures derrière ma table de dessin, c'est plus ça, quoi, que d'être en présence et essayer de vendre des prints je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas mon travail. D'accord, je comprends, c'est vrai que c'est un autre métier. Je t'ai demandé de me choisir une œuvre. Tu es venu avec celle-ci. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Pourquoi tu as choisi en particulier ce dragon? Alors, dragon, parce que c'est toujours un sujet récurrent chez moi. Je suis né l'année du dragon. Forcément. Comme Frazetta, l'année du dragon. Et je suis né le même jour que Frazetta. Oui, donc grosse coïncidence quand même. Toute une histoire. Et puis, les dragons, c'est que ça soit dans les mythologies ou dans la fantasy, c'est quand même le personnage, enfin la créature emblématique qui peut être porteur de malheur comme de bonheur, porteur de messages à chaque fois. C'est toujours un plaisir de faire un dragon parce qu'il y a encore 1000 manières de le faire, quoi. Et ça, c'est toujours se dire, on n'a jamais assez creusé le sujet, quoi. Sachant que là, c'était un dragon un peu méca pour Magic, je trouvais ça assez original de montrer ça, surtout sur une impression en aluminium où on voit vraiment toutes les petites flammes sortir. Donc, c'est à côté nostalgique et puis esthétique aussi en même temps, quoi. Alors du coup, là, tu disais, quand toi tu as commencé, vous étiez très peu d'illustrateurs. Aujourd'hui, on est de plus en plus. Qu'est-ce que toi, ça te fait? Tu es plutôt content de voir que le métier que tu as choisi il y a maintenant quelques années, il y a 20 ans, se développe, ou au contraire, tu penses qu'il y en a un peu trop? Comment toi, tu vis ça C'est toujours un peu trop dans l'art, on va dire, que ça soit, peu importe le médium, quoi. On essaie toujours, il y a une forme de concurrence, mais moi j'en ai pas tellement, sachant que ça fait déjà, ça y est, j'ai une petite recollection, j'ai roulé ma bosse,
Et les gens à qui je côtoie, mes collègues, sont devenus des vrais amis. Donc mais on se tire quand même toujours la bourre, tu vois, à se dire ouais, là, t'as avancé, là, t'as fait mieux. Là, j'ai pris une petite claque, tu vois. Donc c'est toujours de se dire d'avancer, de pas stagner, de pas répéter non plus les choses, toujours être dans le frais. Et ça, c'est toujours assez bien pour la nouvelle génération. Parce que je suis aussi j'étais formateur pendant 7 ans d'illustrateur. Je sais que le métier est vachement difficile au début. Maintenant, peut-être un peu moins ou pas. Grâce à Internet, on peut vite aller toucher ou aller démarcher des éditeurs. Mais s'il y a Internet, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul, il y en a beaucoup plus. Complètement. Donc, il y a le risque d'être noyé dans la masse. Donc là, ce que je leur dis toujours, c'est pas essayer forcément d'être le meilleur, mais essayer d'être le plus original et le plus pertinent. Et raconter les choses. Ah ouais. C'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est la narration qu'il y a derrière. L'histoire. Si on fait quelque chose de beau mais on n'a rien à dire, Ouais. bon bah il n'y a pas tellement d'intérêt. Si c'est pété de défauts et pourtant il y a une vraie vibration, un sentiment qui passe, là oui, là ça marche véritablement. Donc déjà travailler cet aspect-là. Et puis faut bien le dire, l'arrivée de l'AI, on va en parler, on va même pas en parler en fait, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de mal parce que les illustrateurs qui font vraiment que de l'illustration comme moi, ils sont assez peu, parce qu'on forme des illustrateurs qui vont beaucoup se retrouver dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, donc des concept artistes, que ce soit environnement, caractère designer et tout. Donc là, en général, ils commencent souvent comme ça et après deviennent illustrateurs. Tu vois, c'est ça souvent le cursus aujourd'hui, un peu plus logique. Sachant qu'avec l'AI, ils ont réduit par 3 les effectifs. Bon, là, ça devient vraiment compliqué, quoi. Ouais, toi, tu vois ça plus comme un danger qu'un outil. Évidemment, quand tu as un directeur artistique qui travaille avec 3 AI, mieux de travailler avec 60 personnes, de facto, tu mets 60 personnes sur le carreau, quoi. Et puis, il va y avoir un effet comment dire, l'AI se mange elle-même. Donc les idées elles vont être faites et puis elles vont être remangées. Donc les gens vont bouffer de l'AI pendant des années, on va en avoir marre. Et là, les studios reviendront nous chercher. Ouais, c'est ça. Donc là, on est dans le moment creux, quoi. Au final, l'IA va être un danger pendant peut-être 10, 15, 20 ans. Et après, j'espère pas. J'espère pas non plus pour vous. Mais au final, tout va se ressembler, en fait. Mais voilà, c'est ça. Au final, tout va se ressembler. Donc les gens vont assez vite en avoir marre. Et on va être blasé, ouais. À ce moment-là, vous pourrez revenir en disant, voilà. Oui, mais est-ce qu'on ne serait pas parti faire autre chose? Moi, je ne vais pas attendre 15 ans, tu vois. J'espère. Donc c'est vrai que c'est un peu incertain à ce niveau-là, quoi. Donc, pourtant, quand tu vois ce que génère en termes de profit les jeux vidéo et le cinéma, c'est au-dessus que de l'armement. Donc ils ont l'argent pour ça, pour nous, quoi. Et on n'est pas les mieux payés du monde non plus, hein, je peux te le dire. C'est sûr. Donc finalement, c'est toujours un peu le capitalisme qui va nous manger encore un petit peu plus, quoi. C'est ça, qui gagne encore un petit peu. Alors maintenant, j'ai une dernière question. C'est quoi les prochains projets? Donc tu as fait l'illustration roman, enfin des couvertures, cartes Magic. C'est quoi les prochains projets pour toi là? Tu travailles toujours sur Magic? Oui, Magic, je travaille toujours dessus, sur du contenu un peu plus particulier. C'est plutôt les univers Beyond en ce moment où je travaille. Tu sais, c'est des cartes en double licence. D'accord. Comme là, ils ont sorti Magic, Spider-Man, tout ça. Ouais. Donc je me retrouve à travailler sur ce genre de double licence. Donc super confidentiel, je peux rien dire. Ok. Sinon, l'édition en France, là, c'est un petit peu mort, un petit peu en attente, on ne sait pas pourquoi. Après, c'est aussi la conjoncture qui n'est pas folle. J'ai aussi l'impression que les gens lisent moins de livres, tu vois, que ce soit en termes même de BD, de romans. Et après, il y a le facteur de la BD qui a eu une surabondance aussi de production. Ah oui. Mais moi, je ne fais pas de BD, en l'occurrence. Donc ça, c'est un domaine que je ne vais pas toucher, qui est trop... Je suis pas assez patient pour ça et travailler 2 ans sur un projet, je trouve ça vraiment trop compliqué. Si, en revenir toujours, faire mieux, faire de la peinture en plus grand, ça oui. Là, je fais aussi de la sculpture en récupérant des poupées de ma fille. Okay. Donc, je touche à tout, la musique, donc un peu ce que j'ai délaissé un peu de côté de temps en temps, m'y remettre. Puis voilà, toujours, de toute façon, quand on est illustrateur, on est bouffé par ça, quoi. C'est ça. Quelque part. Donc, aussi se donner du temps. Voilà, ça c'est pas mal, quoi. Alors, je vois une question dans le chat. On te demande combien de temps pour le dragon? Combien de temps tu as passé pour faire le...
combien de temps? J'ai dû passer je sais pas, une 30 heures, 40 heures. Ok. Je compte pas, je chronomètre pas quoi. Des fois ça va vite et puis des fois on se perd dans des détails qui servent à rien. Ouais. Donc, Oui, les personnes jouent la carte. Oui, et puis j'ai eu une illustration pour Magic qui était payée comme les autres. Au mieux d'y passer 25 heures ou 30 heures, j'ai passé 110 heures. Vache. Je suis pas plus payé et ça a servi à rien quoi. Bah si, pour toi. Pour vraiment, L'image est bien, j'en suis content, mais puis de perfectionner avec le recul, aussi. je me dis j'aurais pu la faire en 2 fois moins de temps quoi. Ça marche. Donc la notion de temps, elle est variable parce que des moments on peut travailler vachement bien rapidement et d'autres moments où ça devient laborieux, on est comme tout le monde et puis on a du mal, on recommence et des fois on perd des journées parce qu'on fait des mauvais choix et voilà quoi. Très bien, bah c'est très clair. Merci Johan, en tout cas d'être prêté au jeu. Merci à tous. Et puis bah on te retrouve donc exposition 21 tout le week-end. Merci beaucoup.